Les vidéoclips, aussi passionnants soient-ils, existent grâce au cinéma. Ces deux formes d'art se complètent et dépendent souvent l'une de l'autre pour subsister. Même si, d'après la croyance populaire, les vidéoclips musicaux semblent avoir été inventés par MTV, ils existent au contraire depuis beaucoup plus longtemps. Dans les faits, on pourrait dire que la naissance du vidéoclip coïncide avec celle du cinéma, les premiers films faisant leur apparition entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, grâce à Thomas Edison ainsi qu'aux frères Lumière. Les premiers films Lumière duraient généralement entre 30 et 50 secondes et les films de Georges Méliès, quant à eux, variaient entre quelques secondes et une quinzaine de minutes. Ce qui était causé notamment par les limites techniques des bobines de pellicule, ainsi que les coûts et la complexité reliés à l'utilisation des premiers appareils cinématographiques. Il fallait donc trouver le moyen de raconter, d'un point de vue narratif, comme les films de Méliès, ou de montrer, d'un point de vue non narratif, comme la plupart des films Lumière, en peu de temps ce qu'on voulait à l'écran. Ce principe est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui pour ce qui est du court-métrage, qui, par sa brièveté, propose un univers qui se suffit par lui-même. Alors, comment, par sa forme et son contenu, le vidéoclip emprunte-t-il au cinéma? Afin de répondre à cette question, encore faut-il savoir ce qui le définit et ce qui en fait son histoire. On dit toujours que les films des premiers temps étaient muets, ce qui n'est pas totalement vrai. Bien que les dialogues des personnages à l'écran n'étaient pas enregistrés, une musique, souvent jouée par un orchestre en direct, était dans la grande majorité des cas ajoutée en juxtaposition du film dans le but d'accompagner les actions qui se déroulaient à l'écran. Le son a toujours été un élément crucial au cinéma, car il permet de créer une atmosphère, d'éveiller les émotions ainsi que de renforcer l'immersion du spectateur. Mais quel est le rapport avec le clip? Selon la définition du texte d'Antoine Gaudin, ce dernier se caractérise par une composition d'images qui se superpose à un morceau musical préexistant afin d'en assurer la promotion auprès du public d'un canal régulier de diffusion masse médiatique. Dans d'autres termes plus simples, visualisation filmée de la performance musicale. Alors que les films muets se servaient de la musique pour complémenter son contenu, la musique se sert du vidéoclip pour l'accompagner visuellement. Sans cette collaboration, les images animées perdent leur intérêt. Difficile de garder son attention lorsque le silence est au rendez-vous. Il est aussi le prolongement contemporain du phonoscène des premiers temps du cinéma, processus par lequel les images de cinéma sont synchronisées à des enregistrements phonographiques. Les musicals, combinaison d'un jeu dramatique, du chant et de la danse pour raconter une histoire. Les screen songs, séries de courts dessins animés accompagnés de musique, l'enceinte du karaoké que l'on connaît aujourd'hui. Les soundies, jukebox qui projetaient des courts films musicaux, et les scopitones qui sont des jukebox aussi associant l'image au son. En bref, le vidéoclip est une création audiovisuelle dont la musique est la source du mouvement des images. Dans tous les cas cités précédemment, on peut dire que le visible est façonné par le sonore musical. Dans son article intitulé Le vidéoclip et Giga Vertov, le professeur Paul Warren réfléchit sur le fait que Vertov pourrait être considéré comme le précurseur du vidéoclip. Ce cinéaste soviétique d'avant-garde est principalement connu pour avoir influencé le courant du cinéma vérité, un style particulier de documentariste qui cherche à capturer la réalité telle qu'elle est vraiment. Perçu comme le père du documentaire, ce dernier aurait tout autant joué un rôle dans l'esthétique du clip tel qu'il est aujourd'hui. C'est d'abord le phonographe enregistreur et le son qui ont plu à Vertov bien avant l'image et la caméra. Fasciné par cet appareil, il rêvait de pouvoir assembler les images en fonction les unes des autres grâce à la musique. Vertov réussit à faire ce procédé avec son documentaire L'homme à la caméra, sorti en 1929, qui est en quelque sorte un énorme clip visuel de 1h08. Dans ce film, Vertov utilise plein de procédés courants dans le vidéoclip, comme l'utilisation du ralenti, l'accéléré, le freeze frame et la surimpression, la fragmentation et la démultiplication aussi. Bref, les exemples sont multiples.
Pour ce faire, les images de la vie réelle doivent être remaniées, organisées aux fins d'un discours, d'un poème, en mettant à profit toutes les ressources du cinéma de l'époque. Même si Dziga Vertov ne faisait pas du vidéoclip à proprement parler, on peut tout de même affirmer que des similitudes persistent entre son travail et celui des réalisateurs contemporains. Il n'y a pas que le ciné-œil de Vertov qui inspire le vidéoclip. Comme Antoine Gautin le rappelle dans son article Le vidéoclip de la forme brève cinématographique au médium autonome, la forme de référence au vidéoclip serait aussi le cinéma de fiction. Au lieu de simplement filmer l'artiste en train de performer, le clip imite le cinéma en condensant en quelques minutes son langage et ses codes de mise en scène. Même si ce n'est pas toujours ceux qui rencontrent le plus de succès, les clips les plus renommés sont ceux qui ressemblent le plus à des courts-métrages narratifs. Les réalisations les plus prestigieuses sont aussi les plus longues. En essayant d'imiter le cinéma, sa brièveté est vécue comme une contrainte à dépasser. Ils excèdent de loin la durée du morceau musical d'origine. Ce n'est pas à la bande-image de s'adapter au morceau enregistré, mais à la pièce musicale qui est soumise à des manipulations et déstructurations de s'adapter au fil narratif. Elle fait l'objet d'arrêts, de reprises, d'incorporations de bruits diégétiques ou de voix dialoguées. S'inspire aussi de certains procédés utilisés au cinéma, comme filmer en pellicule 35 mm ou l'incorporation de génériques de début et de fin. Il développe une structure narrative assez classique, comme l'utilisation de personnages construits et évolutifs, une mise en situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties et une résolution finale, le tout n'ayant parfois aucun rapport avec les paroles de la chanson. Par exemple, le célèbre Thriller de Michael Jackson, réalisé par John Landis en 1982, dure une 13aine de minutes. Ce dernier repose sur le principe d'alternance entre scènes musicales et dialoguées, mélangées à des bruitages extérieurs à la chanson. On met l'accent sur le récit plutôt que sur la composition musicale, à la manière d'une musique extra-diégétique qui accompagnerait une scène de film. Il y a une recherche d'une certaine approbation artistique face à la grande forme cinématographique. La tendance à la condensation du long métrage domine le secteur seulement dans les premières années de MTV. De la fin des années 80 et pendant la décennie des années 90, les réalisateurs de vidéoclips se libèrent de plus en plus du modèle performantiel, donc le rapport fétichiste de l'artiste musical, et du modèle narratif, donc récit condensé, pour se concentrer plus sur le modèle conceptuel. Ce troisième modèle se dévoile par son exploitation intensive d'une idée esthétique singulière. Le clip s'émancipe de plus en plus des longs métrages cinématographiques pour s'inspirer davantage au domaine des arts plastiques. Ces tendances plastiques amènent certains réalisateurs à assumer ou à revendiquer la brièveté de leurs moyens d'expression. Le clip devient un médium audiovisuel autonome et sa concision permet d'expérimenter des choses qui seraient inenvisageables dans un cadre plus long. Il apparaissent ainsi des expérimentations sur les vitesses de l'image, les ralentis et accélérés, mais aussi sur l'échelle des plans, les procédés de synchronisation et de synthèse, et encore l'utilisation de dispositifs audiographiques fascinants. Dans plusieurs cas, les vidéoclips sont un moyen pour les cinéastes débutants de faire leurs preuves, ou bien, dans d'autres, de servir de terrain de jeu pour les cinéastes de renom. Certains optent pour une forme plus narrative afin de raconter une histoire, d'autres font du clip une forme plus abstraite, ce qui s'apparenterait plus au cinéma d'attraction des premiers temps. En 1987 sort le court-métrage emblématique pour la chanson Bad de Michael Jackson, réalisé par nul autre que Martin Scorsese. Ce dernier, n'étant pourtant pas un grand fan de MTV, saute tout de même sur l'occasion de travailler avec le roi de la pop, connu pour ses performances de danse.
C'est en outre la raison principale de son désir de réaliser un clip pour Michael Jackson, la chorégraphie étant un prétexte pour s'amuser avec les mouvements de caméra en suivant ceux des danseurs. Ce procédé, on l'a vu dans son film Raging Bull, sorti 7 ans plus tôt, où Scorsese faisait suivre les mouvements de la caméra avec les mouvements des coups des boxeurs sur le ring. Ce qui donnait du rythme à la scène et ce qui permettait aux spectateurs d'être plus engagés dans l'action. Le réalisateur exprime aussi son amour pour les musicals à travers le vidéoclip, en particulier en s'inspirant du récit de West Side Story. Dans ce film de 1961, tout comme dans Bad, deux gangs de rue rivaux s'opposent. La fameuse scène de danse du métro est transposée dans un stationnement intérieur pour Bad. Comparativement au vidéoclip de Martin Scorsese, le réalisateur français Michel Gondry est connu pour son style visuel coloré, ludique et onirique. Issu de la génération des années 90, dont l'esthétique qui en découle est plus artisanale, il se sert surtout des effets pratiques pour élaborer des jeux de mise en scène peu coûteux mais complexes techniquement. C'est exactement dans cette façon de penser que Around the World, vidéoclip pour le groupe Daft Punk, a été conçu. Sorti en 1997, ce clip de 4 minutes est une excellente représentation de ce qu'est la synesthésie rythmique, puisque les 5 instruments utilisés dans la chanson sont représentés spatialement par les 5 personnages du clip. Chaque mouvement d'un personnage est en synchronicité visuelle avec un instrument de la pièce musicale, dont la basse, la batterie, la guitare, le clavier ainsi que l'encodeur vocal. Il va de soi que comme le morceau Around the World est assez répétitif, la mise en scène du vidéoclip l'est tout autant. Aussi, il est important de souligner les inspirations du cinéma des premiers temps dans les clips de Gondry. Les danseuses en maillot de bain rappellent ce que Busby Berkeley faisait dans ses films à l'époque. Il était un chorégraphe et réalisateur américain célèbre pour ses numéros musicaux élaborés, géométriques et kaléidoscopiques, surtout dans les années 1930. Puis, les squelettes dans le vidéoclip ressemblent, quant à eux, à ceux que l'on voit dans le film de Méliès, Un voyage dans la Lune. Il y a une petite touche de Méliès dans la plupart des œuvres de Gondry, grâce à son utilisation de maquettes et d'effets visuels réalisés à la main. Toujours selon les écrits d'Antoine Gaudin, au tournant des années 2000, l'arrivée du numérique impacte le clip sur sa forme visuelle. Par exemple, les technologies numériques renforcent la malléabilité de l'image, ce qui concerne notamment les motifs présents sur celle-ci, donc les images de synthèse, les animations infographiques, etc. Les procédés de mise en scène et de montage ont des conséquences esthétiques parfois considérables. Le surdécoupage, une mode qui marque l'esthétique du clip dans les années 80-90, laisse désormais place à une logique quasi opposée, celle du plan séquence, auquel les trucages numériques peuvent y déployer un univers proétiforme et évolutif. Ensuite arrive Internet, ce qui bouleverse profondément le fonctionnement structurel de la filière du clip. La plateforme YouTube, arrivée en 2005, dotée d'une capacité de conservation et de consultation infinie, fait office d'archive virtuelle pour le clip. Il a désormais une mémoire, ce qui n'est pas rien pour un média qui avait toujours été considéré comme étant éphémère du fait de son habituelle diffusion à la télévision. En tant que forme brève, le clip est parfaitement adapté aux plateformes de visionnement en ligne, puisqu'il correspond au mode de consommation médiatique des internautes. Un temps très court passé sur chaque contenu et l'hybridité des médias consommés, mélange de musique, d'images et de paroles. À l'ère des réseaux sociaux, on constate que l'argument consistant à mettre en rapport le coût et le gigantisme d'un clip avec son efficacité promotionnelle est beaucoup moins répandu que dans les années 80. Même si le clip reste un objet promotionnel incontournable, il devient de plus en plus difficile pour les artistes d'en tirer profit. Les budgets alloués à sa production ne cessent de baisser. La réalisation du clip aujourd'hui ne peut être qu'un hobby pour les réalisateurs, contrairement à la politique des auteurs dans les années 90 qui avait mis de l'avant certains réalisateurs spécialisés dans ce domaine. Michel Gondry, Spike Jonze, Mark Romanek, Jonathan Glazer.
Contrairement à ces auteurs de l'âge télévisuel, les réalisateurs les plus talentueux de ces dernières années, Martin de Turas, Ace Norton, pourraient difficilement envisager de faire du clip leur source de revenus principale. Après tout, le vidéoclip continuera toujours de se conformer à son grand frère, le cinéma, que ce soit par la contribution des cinéastes dans la création de ceux-ci ou pour la reprise de ses codes esthétiques. Les films continueront ainsi à en inspirer plusieurs dans la création de leurs clips et même, pourquoi pas, dans la composition de la musique. Reste à savoir si le clip perdurera encore dans le temps ou deviendrait-il plutôt relique du passé.